Spider-Man, moi et les jeux vidéo, ça a toujours été une histoire d'amour. Un plan à 3 qui aura commencé avec Spider-Man 3 sur Wii, puis aura continué d'évoluer au fil du temps avec des jeux comme Web of Shadows, Total Mayhem, Spider-Man Dimensions, The Amazing Spider-Man 1, Spider-Man Unlimited, et enfin, un moment clé dans notre histoire d'amour, le désastre qu'a été The Amazing Spider-Man 2. C'est simple, j'ai acheté le jeu, je l'ai commencé un matin et je l'ai fini le soir même en me disant non seulement c'était court, mais en plus c'était nul. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur. Peur que mon héros préféré devienne l'énième licence de jeux vidéo qui va faire surface tous les ans avec des jeux médiocres, répétitifs et sans réelles avancées, tout en ayant pour seul but de pomper mon fric. Puis un jour, un miracle s'est produit. Et la suite, on la connaît, un jeu extraordinaire qui a fait énormément de bien aux personnages, non seulement pour ce qui est du gaming, mais aussi pour tout le reste, permettant de mettre en place une franchise avec une suite standalone sur le personnage de Miles Morales qui est également très bonne, mais également un épisode 2. Et j'étais hype comme jamais. À partir de 2018, mes deux plus grosses attentes en termes de jeux vidéo étaient God of War Ragnarok et Spider-Man 2. Et bordel, qu'est-ce que j'ai été déçu. Ce qui est intéressant, c'est que les deux jeux que je vous ai cités sont des suites directes à des jeux qui ont totalement renouvelé leur franchise. Et ma plus grosse crainte était qu'on n'aille pas plus loin par la suite, que ça soit au niveau du gameplay et de l'histoire. Qu'au lieu d'avoir un Spider-Man 2, j'ai un Spider-Man 1,5. Pour God of War Ragnarok, j'ai totalement kiffé l'histoire et l'approche de l'univers de la mythologie nordique, mais niveau gameplay, à certains moments j'avais l'impression de juste jouer au jeu précédent auquel on avait rajouté quelques nouvelles features. Et donc ma crainte pour un Spider-Man 1,5 n'a fait que s'amplifier. Bon, les gens qui se sont mis à me suivre récemment ont bien compris que j'aimais bien les jeux vidéo et que j'aimais bien Spider-Man, et surtout que j'adorais dire des avis controversés, donc pourquoi pas faire une seule vidéo où je mêlais les trois. Et pour ça, quoi de mieux que de parler de Marvel's Spider-Man 2. Je savais pas par quoi commencer, donc j'ai juste relancé le jeu et je me suis mis à voltiger un peu partout dans New York. Et je ressentais rien. Non pas que je prenais pas de plaisir, mais j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose, alors que pourtant ce jeu vient compléter des suites qui étaient déjà pour moi excellentes. Et en fait, à force de me balancer sur la map, je me suis rendu compte d'un truc. Ok, la façon de se déplacer au travers de la map est incroyable, que ça soit quand on incarne Miles ou Peter. Les delta toiles sont un ajout formidable, les nouvelles mécaniques de balancement sont cool, et la rapidité des séquences de voltige a été améliorée, et ça, c'est encore plus cool. Mais, je trouve que ça enlève un certain charme au jeu, et pas n'importe lequel, New York. Dans Spider-Man 1 et Miles Morales, on était certes plus lent et la map moins grande, mais je trouve que ça rendait justement l'environnement encore plus riche, puisqu'on prenait le temps de voir les choses, que ça soit les bâtiments, les PNJ ou les easter eggs cachés un peu partout dans la map. Et même les missions secondaires nous permettaient de revoir ou d'approfondir notre exploration dans tout Manhattan. Dans Spider-Man 2, on a rajouté le Queens, Brooklyn et l'East River à traverser, et j'ai l'impression d'avoir quasiment rien découvert de plus. Les déplacements sont tellement rapides et les missions tellement moins bien foutues que les deux premiers opus, que visiter de nouveau New York paraît fade et répétitif. Toutes ces nouvelles fonctionnalités et mécaniques de gameplay m'ont donné l'impression d'être constamment en mouvement rapide, ce qui m'a empêché de ralentir et de savourer les détails de ce qui m'entoure. Et même en essayant, c'est pas non plus incroyable et on ressent ce besoin d'accélérer de toute façon. L'une des forces de la map de Marvel Spider-Man 1 est sa capacité à maintenir à l'échelle humaine. Même si New York est grande, elle n'est jamais écrasante et t'invite toujours à jouer avec sa verticalité sans forcément te donner l'impression d'aller plus vite ou plus loin, permettant de te donner la sensation qu'il n'y a pas de meilleur moyen de se déplacer. Tu fais comme tu veux, là où dans Spider-Man 2, tu sors les delta toiles supplément boost électrique et ça y est, tu peux faire le tour de la map et n'observer que les lieux qui te permettent d'aller encore plus vite. Pourtant dans Miles Morales, c'était cool alors que c'était la même map que le 1. Il y avait de nouvelles touches pour nous faire déplacer plus rapidement, et pourtant, puisqu'il y avait une atmosphère totalement différente du premier avec de la neige, des décorations de Noël et j'en passe,
Ça m'a fait me rendre compte que ce Spider-Man 2 m'a mis dans aucun mood. Je saurais pas comment vous l'expliquer, mais en jouant à certains jeux, je ressens une vibe. L'immersion fait que je me plonge dans un univers hors de la réalité. Dans Miles Morales, j'avais cette vibe Noël-hiver qui me faisait kiffer. Et Spider-Man 1 dans une vibe nostalgique et de découverte où je prenais plaisir à découvrir une nouvelle version de mon héros préféré. Et pour Spider-Man 2... bah rien du tout. Me balader n'est pas du tout déplaisant, on a toujours l'impression d'être Spider-Man, mais l'immersion n'est plus aussi forte qu'avant. Mais pourquoi ? L'open world étant au cœur de ce jeu, c'est grâce au monde ouvert qu'on peut profiter des paysages, de jouer certaines missions, enfin bref, si ton open world galère à te faire ressentir quelque chose, alors tout le reste en sera impacté. Dans Batman Arkham Knight par exemple, l'open world est tout simplement phénoménal. Il y a vraiment un truc qui se dégage de cette map que Spider-Man 2 n'a pas réussi à faire. Gotham dans ce jeu est un parfait exemple de la façon dont une ville peut véritablement vivre et contribuer à l'immersion du joueur. Gotham n'est pas seulement un décor, mais un personnage à part entière. Même avec la Batmobile qui ajoute un dynamisme à l'exploration de Gotham, la ville te force à ralentir, à t'arrêter, à observer. Les bâtiments massifs, l'architecture gothique, les rues sombres et les détails omniprésents créent une véritable identité visuelle. Même en glissant d'un toit à l'autre avec la cape de Batman, le rythme est plus mesuré et plus contemplatif. Tu as le temps de ressentir la lourdeur de cette ville gangrénée par le crime et la corruption. Chaque quartier a sa propre ambiance et le choix de toujours faire évoluer Gotham sous une pluie constante, dans l'obscurité, ajoute une couche supplémentaire à cette immersion. Après, dans Batman, on est sur quelque chose de fictif. Gotham n'existe pas contrairement à New York, et donc il faut malgré tout rester fidèle à la réalité, tout en rajoutant évidemment des choses en plus afin de respecter le lore de l'univers Marvel, comme l'avait très bien fait Marvel Spider-Man 1 sur PS4. Après, l'histoire a aussi son importance dans tout ça. Un open world ne doit pas simplement servir de toile de fond pour l'histoire d'un jeu, mais plutôt être construit en symbiose avec celle-ci, de manière à ce que le monde et la narration se nourrissent mutuellement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Spider-Man PS4 m'a mis dans un mood à la fois de nostalgie et de découverte, parce que le jeu nous place dans un monde où Peter Parker est expérimenté, et il y a des moments où l'on ressent cette nostalgie de son passé grâce à la map. Par exemple, avec des missions où l'on doit photographier des éléments emblématiques de New York, ou celles où on doit retrouver des sacs perdus de Peter, nous donnant la sensation d'approfondir la caractérisation du personnage, de sa relation avec la ville, et de redécouvrir quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Dans Spider-Man 2, ils ont essayé de refaire ça, mais ça ne marche pas. Car là, on connaît déjà cette map, on l'a fouillée de fond en comble avec les deux premiers jeux. Et c'est pas l'ajout du Queens ou de Brooklyn qui va y changer grand chose, puisque c'est vraiment une extension de New York, avec des bâtiments, des arbres et quelques lieux notables en plus quoi. Donc non, je ne m'éclate pas lorsque je dois retrouver tous les fragments de l'Homme Sable ou reprendre des photos de New York. C'est du vu et revu, et s'ils auraient vraiment voulu que la map soit plus mémorable et moins similaire que les premiers jeux tout en étant très immersif, ça aurait été de faire comme Arkham Knight, avoir une meilleure direction artistique. Marvel's Spider-Man 2 est véritablement un Marvel's Spider-Man 1,5. À part les nouvelles fonctionnalités, rien dans ce jeu n'est différent du premier esthétiquement. À part les graphismes qui sont un peu mieux. Pourtant, c'était pas si compliqué de changer quand tu fais une histoire avec Kraven, le lézard, Venom, enfin bref, il y avait totalement la place de faire un jeu orienté plus horrifique, avec une atmosphère plus sombre, et pourtant ça arrive dans quelques missions du jeu. Mais le problème, c'est que ça dure le temps de 4-5 missions, ce qui est vraiment dommage. Personnellement, j'aurais préféré qu'ils aillent à fond dans le délire Web of Shadows, parce que c'est clairement ce qu'ils ont essayé de faire dans la dernière partie du jeu, qui est beaucoup trop courte. Même dans Spider-Man 3 sur Wii, qui reprend à peu près l'histoire du film de Sam Raimi, les développeurs avaient réussi à me plonger dans plusieurs moods différents, alors qu'on retrouve exactement les mêmes personnages que ce Spider-Man 2. Venom, le lézard, l'homme sable, Kraven, et ils ont même mis toute une séquence avec Morbius et Shriek, et à chaque fois, l'histoire se focalisait sur un de ses ennemis et l'atmosphère du jeu changeait en fonction de lui. Prenons l'exemple du lézard. Au lieu de faire 3 pauvres missions pour simplement le retrouver et l'affronter, fais tout un arc narratif autour du perso qui va venir s'ajouter sur l'histoire globale. Genre Kraven transforme Connors en lézard,
puis le lézard pourrait se mettre à vouloir transformer tout le monde en lézard, dont sa famille, car c'est ses motivations dans les comics, et donc plein de missions annexes que tu seras obligé de faire si tu veux avancer dans l'histoire plus tard font leur apparition, où Spider-Man doit affronter des sous-boss lézards créés par Connors, et enquêter sur ce qu'il manigance dans de longues séquences dans les égouts de New York, tout ça comblé avec une ambiance horrifique digne d'un film de monstre, comme dans Arkham Asylum avec Killer Croc. Ça serait juste incroyable et pas du tout déroutant puisque c'est quasiment ce qu'ils font avec Tombstone dans le 1. On le voit apparaître dans l'histoire principale et bim, si tu veux en savoir plus sur lui, des nouvelles missions annexes sont là. Après c'est vrai qu'elles étaient pas obligatoires, mais au moins elles étaient là. Dans le jeu, le lézard c'est juste une péripétie, il n'apporte rien à l'intrigue ni à l'ambiance du jeu. Surtout que tout ce que je viens de vous dire à propos du méchant reptile, c'est inspiré de ce qui se passe dans Spider-Man 3 sur Wii. Tout le délire avec Kraven et Connors, c'est littéralement un truc qui a déjà été vu justement dans ce jeu où t'as Kraven qui veut le lézard et le transforme même en méga lézard. Sauf que c'était bien mieux traité à l'époque selon moi parce que déjà les missions étaient bien plus longues et elles avaient un impact sur tout le reste du jeu puisqu'après de nouvelles missions secondaires liées aux lézards sont apparues. Mais surtout, l'atmosphère changeait lorsqu'on passait de New York à égout de New York rempli de reptiles géants. Donc quand tu vois ça, tu ne peux être que frustré de ce Spider-Man 2 parce qu'il a préféré tout rusher. Comme je l'ai bien fait comprendre plus tôt, pour que l'open world et l'identité d'un jeu fonctionnent, ils doivent être en symbiose avec une bonne histoire qui va venir tout mettre en valeur. Sauf qu'encore une fois, ce jeu est trop rapide. On nous laisse jamais respirer et pourtant moi j'avais trouvé ça cool au début. Puisqu'au milieu du jeu t'enchaînes un combat contre Mister Négative avec un Miles en fureur, puis un combat contre Kraven avec un Peter sous dopage de symbiote, puis un combat contre Peter et Miles génialissime et épique avec des musiques de fou, puis ensuite tu incarnes Venom et full bordel, puis tu affrontes et tues Kraven dans un combat dantesque, enfin bref, c'était incroyable et ça va sûrement me marquer à vie, mais à quel prix ? Puisque j'ai juste l'impression que c'était le seul moment du jeu où je me suis pleinement senti impliqué et que tout le reste du temps j'avais l'impression d'avoir loupé une partie de l'histoire. Parce que le jeu a préféré enchaîner scène d'action avec scène d'action sans mettre en place une bonne intrigue derrière. Parce que soyons honnêtes, ce Marvel The Spider-Man 2 est à des années-lumière de l'écriture de Marvel The Spider-Man 1, où on prenait le temps de t'introduire Peter Parker et ses amis, ainsi que la map et son contexte. On prenait le temps d'introduire une bonne intrigue autour de Mister Négative, tout en développant comme il faut les débuts d'Octopus. Puis, une fois l'intrigue de Martin Lee terminée, l'intrigue Sinister Six prend place grâce à tout ce qui a été introduit avant. L'histoire n'en faisait pas des caisses et était efficace. Sauf que dans Spider-Man 2, maintenant tu dois gérer l'arc narratif de deux Spider-Man, de Kraven, du lézard, de Harry Osborn et sa relation avec son père ainsi qu'avec Peter, l'arc du symbiote avec Harry, l'arc du symbiote avec Peter, puis l'arc avec Venom, puis je sais pas quoi. En fait, le jeu ne sait pas où aller et en fait trop. Dans le 1, tu te tapais simplement contre un mec qui faisait des explosions blanches et noires et un mec à 8 membres en étant un gars en collant qui fait des acrobaties et tire des toiles d'araignée. Dans le 2, t'affrontes un braconnier surhumain qui gère toute une armée de braconniers équipés de technologies ultra avancées et un extraterrestre qui veut conquérir le monde capable d'altérer l'esprit des gens et de modifier sa forme physique tout en incarnant le gars du 1 qui a récupéré les capacités de l'extraterrestre mais aussi un nouveau qui a les mêmes pouvoirs que le gars du 1 mais qui peut créer des décharges électriques pouvant alimenter tout un pays. L'histoire a pris une tournure beaucoup plus marvelesque. Ça veut raconter plein de trucs en même temps sans être sûr que le résultat sera satisfaisant. Et ça fait chier. Parce qu'encore une fois, sur le papier, tout ce que je vous ai dit était excellent, mais le résultat est plutôt moyen. Kraven dans le jeu n'est pas aussi intéressant qu'un Mister Négatif ou un Octopus. Il a un but clair et précis, avec des motivations claires et précises, mais c'est pas aussi bien raconté que dans le 1. On passe peu de temps à explorer sa psychologie ou son passé, on se contente juste de le comprendre, et c'est tout. Et au final, à la fin du jeu, t'as l'impression qu'il n'a jamais fait partie de l'histoire. Il n'a eu aucun réel impact sur les personnages de Miles ou de Peter. Il provoque certes des moments qui les font évoluer, comme quand Miles affronte Mister Négative, mais ça aurait pu très bien se faire sans mêler Kraven à tout ça. Il sert juste de prétexte dans le jeu, et c'est dommage parce que tous les moments avec lui sont vraiment cool et te donnent envie d'en voir plus. Mais au final, ça ne mène qu'à des combats bien sympathiques dans la forme, mais qui dans le fond sont là pour terminer au plus vite son histoire.
Pour Harry, sa relation avec son père, c'est évoqué dans à peine quelques scènes qui sont parfois forcées, comme celle où t'as Norman qui dit à Peter que c'est un peu comme son fils devant son fils, alors que vraiment dans le 1, Norman et Peter se croisent genre 2 fois dans mes souvenirs et leur relation n'a pas l'air si incroyable que ça. Donc vraiment, ça sort de nulle part ce délire entre Peter et Norman, à part pour motiver Harry à être Venom. D'ailleurs, parlons-en, Venom, à part être un vilain pas beau qui veut conquérir la Terre, c'est qui ? C'est la même critique que j'ai fait sur le Venom de Spider-Man 3, il n'a aucune identité et motivation personnelle, contrairement au Venom de Tom Hardy, même si c'est de la grosse merde. On comprend, nous les fans, que ses motivations proviennent de Knull, et qu'il veut sûrement transformer la Terre en une ruche pour propager le contrôle des symbiotes dans l'univers. Mais en dehors de ça, c'est vide. Même après qu'il soit rejeté par Peter, il est même pas forcément en colère contre lui et ne cherche pas à le tuer, mais à le contrôler, parce que c'est son unique but dans tout le jeu. Tout contrôler, ce qui fait que Venom, c'est un robot qui n'agit qu'en fonction des ordres qu'il reçoit de Knull et ne se détache jamais de ça. D'ailleurs, si on pouvait aussi parler de la tenue anti-Venom, elle sert à quoi au juste ? Parce qu'à un moment donné, on nous dit que Venom et Harry ont parfaitement fusionné, faisant que pour tuer Venom, il faut forcément tuer Harry. Sauf que Peter, il a récupéré la fameuse capacité d'anti-Venom entre temps, donc pourquoi Peter ou le Dr Connors commencent pas à émettre l'hypothèse que cette nouvelle tenue pourrait soigner Harry ? Ils ne le font jamais. On voit que l'anti-Venom permet de contrer les effets du symbiote, mais ça sert à rien à part faire une nouvelle tenue pour Peter. Et d'ailleurs, Miles a aussi le droit à sa nouvelle tenue, qui est juste immonde, voilà, je suis désolé, qui c'est qui a designé cette merde. Mais du coup, venons-en aux faits. La chose qui selon moi a été la plus gâchée, c'est le potentiel d'avoir 2 Spider-Man dans un jeu. C'est simple, Miles Morales dans ce jeu, les développeurs savaient pas quoi en foutre. Déjà, ils auraient pu au moins faire l'effort de lui créer une vraie intrigue intéressante, qui n'est pas forcément reliée à Peter. Parce que dans le jeu, à part tout le délire avec Mister Négatif qui est grave cool, le reste, on s'en branle. Ça intéresse qui de voir Miles Morales enquêter sur un vol d'instruments, de le voir pécho une meuf et améliorer sa relation avec sa maman pendant que c'est la fin du monde, bordel. Et quand je dis que Miles il savait pas quoi en foutre, c'est aussi à travers le gameplay, parce que bordel, c'est exactement le même qu'avec Peter. Il y a juste des animations différentes. Et ça en soi, ça aurait pu ne pas me poser problème s'ils avaient fait encore une fois comme Arkham Knight, avec des séquences où tu dois alterner de perso pour résoudre des énigmes, ou des séquences où tu alternes de perso pendant un combat avec des finishers communs ultra stylés. Sauf qu'il n'y a pas ça. Soit tu incarnes Miles, soit tu incarnes Peter. Ça dépend de ce qui arrange le scénario. Et ce qui m'a beaucoup fait chier, c'est les combats de boss. À aucun moment du jeu, tu affrontes un boss à 2. Moi qui pensais que le combat final serait Miles et Peter versus Venom, bah non, c'est d'abord Peter versus Venom, puis Miles versus Venom, ce qui fait que le vrai combat final du jeu, c'est Miles versus Venom / Harry. Et est-ce que je dois vous rappeler que la relation de Miles et Harry se résume à cette scène et un coup de téléphone ? Harry, est-ce que Pete est avec vous? Salut. Non. Écoute, je vous ai vu poursuivre un de ces robots volants aux infos. Est-ce que vous auriez besoin d'une assistance technique? Genre, maintenance de l'appli, par exemple? En fait, j'ai déjà quelqu'un qui s'en charge. Ok. Désolé, c'est juste que je me sens inutile. Et ma mère m'aurait dit, si l'opportunité est timide, fais le premier pas. Même si elle est plus là, j'écoute encore ses conseils. Bordel, qu'est-ce que c'est nul. D'ailleurs, ne parlons même pas du fait que les développeurs ne savaient tellement pas quoi foutre de 2 Spider-Man que tout au long du jeu, un des deux, et c'est trop souvent Peter, se fait démolir pendant une cinématique et ne peut pas combattre. C'est ce qui arrive durant le combat final, contre Kraven 2 fois, et le lézard, c'est littéralement Peter qui demande à Miles de pas venir. Génial. D'ailleurs, on a Venom à un moment donné qui est un personnage jouable et je suis d'accord, ça a certainement été un des moments les plus orgasmiques de ma vie de pouvoir faire ça. Je suis convu là. Allez, à genoux, les mains sur la... Attends, quoi? Wesh. Je vais devenir fou. C'est mon rêve, c'est mon rêve. C'était mon rêve depuis toujours. On peut sauter. Mais je suis désolé, ça n'est pas justifié, c'est juste là, comme ça. Peut-être pour nous donner un avant-goût du standalone qui devrait sortir avec lui, on sait pas.
D'ailleurs, comment ils vont faire ce standalone sachant que Venom est mort? On sait pas. Moi au début je me suis dit qu'à un moment donné ça va être utile, genre pour le combat final, Peter va se transformer en une sorte d'anti-Venom et ça aurait été à peu près le même gameplay, qui aurait pu donner quelque chose de fou et bien bourrin. Anti-Venom versus Venom. Enfin bon, globalement, Miles et Peter ont été mal gérés. Pour moi c'était la chose à faire dans ce jeu, se concentrer sur le gameplay et l'histoire Miles/Peter, et pas juste reprendre le même gameplay que les précédents opus et les superposer ensemble. Cela dit, Marvel's Spider-Man 2 reste un très bon jeu. Très court, mais très bon. Ça fait toujours du bien d'avoir ce genre de jeu vidéo entre nos mains, si seulement on pouvait en avoir plus plutôt que des Black Ops 9 ou des FIFA 32. Ça serait vraiment pas mal.